Regardez dès maintenant dans le projet Front News, le légendaire Azov retourne à Mariupol. Des images exclusives. L'ennemi va passer un sale quart d'heure. Poutine a une peur bleue de Robert Brovdi, dit Madiar. Les drones ukrainiens ont fait de Moscou une ville de front. Et encore une autre honte pour les Kadyrovites. Nous allons vous montrer la défense aérienne poreuse des troupes TikTok. Des images de feu brûlantes et enflammées du front à regarder dès à présent. Bonjour, ici Volodymyr Timoshenko et nous commençons tout de suite par le sujet principal. Le défilé est fini, mais la peur mêlée à la honte demeure. Les Russes avaient promis des représailles, mais ils ont dû encaisser la destruction d'usines. L'Ukraine et la Russie ont convenu d'une trêve temporaire aux conditions du président Zelensky. Mais même après son terme, le Kremlin n'aura pas le temps de protéger ses sites stratégiques. Car les militaires ukrainiens ont annoncé un grand boom. Tous les détails dans notre reportage. L'Ukraine s'apprête à frapper des sites russes que Poutine a laissés sans défense aérienne pour protéger le défilé. C'est ce qu'a déclaré le commandant des troupes de drones, Robert Madiar Brovdi, aux journalistes du Guardian. Une attaque symbolique sur la place rouge ferait inévitablement la une des journaux du monde entier. Mais il affirme cependant que l'Ukraine frappera probablement là où la défense aérienne russe est la moins performante. Pourquoi gaspiller des drones sur la Grande Muraille ? A-t-il déclaré, faisant référence au renforcement de la sécurité autour de Moscou. Si vous frappez le secteur de l'énergie ou l'armée, le meilleur coup sera porté en périphérie. Quelques jours avant le défilé, des drones ukrainiens ont frappé précisément les régions russes. Avec une précision chirurgicale, ça montre combien la défense aérienne régionale est devenue poreuse. Poutine se fiche de protéger les gens ou les usines. Il veut surtout étaler sa soi-disant puissance au monde par ce défilé. Oui, en effet, pour protéger Moscou et sa région. Le gouvernement de Vladimir Poutine a quasiment et entièrement dépouillé de ses forces les zones les plus stratégiques de la partie européenne de la Fédération de Russie pour ce défilé. C'est d'ailleurs dans ces régions que le défilé a été annulé. Nous venons d'apprendre officiellement que les traditionnels défilés militaires du 9 mai sont désormais annulés dans de très nombreuses régions russes. Cette décision importante est directement liée au fait que les forces de défense aérienne de ces territoires ne sont plus du tout en mesure de garantir une protection minimale pour assurer la sécurité de ces grands événements publics. En effet, la quasi-totalité des systèmes stratégiques de défense aérienne a été massivement concentrée autour de la capitale, Moscou. Par conséquent, il s'avérera bien trop difficile de les redéployer rapidement vers leurs positions initiales afin de les remettre en parfait état d'alerte opérationnelle. De plus, les Russes manquent de défense aérienne, et pas seulement à cause du défilé. La campagne ukrainienne de destruction des systèmes anti-aériens russes et les frappes en profondeur ont créé une réelle pénurie de moyens de défense. Rappelons qu'en avril seulement, les drones ukrainiens ont détruit 38 unités de défense aérienne ainsi que des radars clés. Les drones ukrainiens portent une telle atteinte à l'image de puissance du Kremlin que Vladimir Poutine lui-même a été contraint de solliciter une trêve temporaire pour maintenir son spectacle sur la place rouge. Même après les frappes majeures sur le centre de contrôle aérien de Rostov et le chaos total dans les aéroports du Sud. Découvrez maintenant quelle a été la réaction précise de Poutine. Le régime de Kiev vient de perpétrer un nouvel acte criminel qui revêt une nature profondément et indéniablement terroriste, plus précisément une frappe contre le centre régional de gestion du trafic aérien de Rostov. Cela aurait pu, de manière tout à fait certaine, compromettre gravement la sécurité de l'ensemble des aéronefs civils. Heureusement, aucun événement tragique ne s'est produit. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la place rouge soit épargnée. Le Kremlin menaçait Kiev de frappe d'Orechnik en cas d'attaque sur Moscou. Mais selon Viktor Sobolev de la Douma, la Russie ne bombardera pas Kiev pour ce chaos aérien. La Russie ne frappera que si son défilé sacré est perturbé. Encore une fois, pas pour les attaques. Contre les usines, les centres vitaux ou le pétrole, mais seulement pour le défilé. Oui, car Poutine se moque du reste. Pour Poutine, la priorité absolue est bien sûr la tenue du défilé.
Aussi chétif et déprimant qu'il puisse paraître en cette année 2026, et bien qu'il mette en lumière la faiblesse de la Russie, le plus important pour Vladimir Poutine reste le grand défilé militaire annuel à Moscou. La Russie demande une pause pour célébrer la victoire. La Russie ne s'est jamais autant rabaissée. Poutine a effectivement conclu une trêve avec Zelensky du 9 au 11 mai inclus, uniquement dans le but de pouvoir parader sur la place rouge, tout en évoquant solennellement une grande victoire. Que notre cause est juste. Nous sommes ensemble. La victoire a toujours été et sera toujours nôtre. Gloire au peuple vainqueur. Gloire aux vétérans. Gloire aux puissantes forces armées de la Russie. Bonne fête à vous tous. Je vous souhaite un très joyeux jour de la victoire en ce jour mémorable. Hurrah! Zelensky a autorisé le défilé pour calmer le front et échanger des prisonniers. Car les vies humaines priment. Voilà toute la différence. C'est une honte absolue et une humiliation pour le régime de Poutine. Toute l'élite officielle de la Russie, le gratin politique et les propagandistes. Ils étaient en pleine hystérie collective face à la menace d'une frappe sur la place rouge. Ils ont alors menacé d'une riposte nucléaire et de frapper directement la ville de Kiev, plus précisément le quartier du gouvernement. Ils ont menacé les ambassades qui se trouvent dans le secteur de ce quartier. Ils ont sollicité Trump pour qu'il serve de médiateur concernant l'organisation du défilé. En réalité, nous n'avons jamais constaté une telle hystérie concernant du côté russe. On n'avait jamais proféré de telles menaces pour le défilé du 9 mai. Et la tenue de ce défilé dépendait désormais exclusivement de Zelensky. On peut tout simplement dire un classique et sincère merci. Merci papy pour la victoire peut maintenant être interprété par les Russes comme merci Zelensky pour le défilé. Désormais, pour le Kremlin, l'élimination de Zelensky n'est plus le seul objectif. Car ce qui détruit et brûle la Russie, ce sont les drones, qui proviennent le plus souvent du service des systèmes sans pilote, dirigé par le fameux Magyar. C'est lui qui est devenu la cible des services secrets russes et une vraie hantise pour Poutine. Les frappes dévastatrices de sa brigade sont devenues une épreuve majeure pour la Russie. Et il est important de souligner que ce n'est pas seulement Poutine qui prend ces décisions stratégiques, mais bien d'autres instances, un tout autre haut commandement militaire en Russie. C'est précisément pour cette raison que Magyar représente en soi un problème majeur et un défi de taille pour l'ensemble des occupants russes sur le terrain. Son unité militaire est devenue avant tout l'une des plus redoutables et efficaces sur le champ de bataille. Par la suite, elle a entrepris une réforme profonde au sein des forces de système sans pilote. Et nous en voyons aujourd'hui le résultat. Il n'est donc pas exclu, bien entendu, qu'il figure sur les listes noires avec d'autres commandants et officiers ukrainiens de renom, mais il est certainement, en tête de liste. Poutine a accepté une trêve, a accepté les conditions de Zelensky et a accepté de discuter avec les Européens. De la fin de la guerre, le défilé a été épargné, mais l'économie russe agonise sous les frappes de riposte ukrainiennes contre l'industrie de la Fédération de Russie. Et tous les Russes le réalisent désormais. Les sanctions ukrainiennes sont plus probantes que celles de l'Europe. Et, à propos du cessez-le-feu temporaire, comme on pouvait s'y attendre, la Russie le viole. Ainsi, depuis le début de la journée du 11 mai, l'agresseur russe a attaqué 38 fois les positions des défenseurs ukrainiens sur toute la ligne de front. Voici les détails. Dans la région de Zaporijia, l'activité principale de l'ennemi s'est concentrée sur l'axe de Huliaïpol. Là-bas, les forces de défense ont repoussé avec succès 5 tentatives d'assaut des occupants près de Dobropilia, Staroukraïnka et Zaliznichne. Sur l'axe d'Orikhiv, l'armée russe a tenté d'attaquer à 2 reprises dans le secteur de Stepnohirsk, mais sans succès. Passons maintenant à un autre sujet crucial. Une unité légendaire. Azov a annoncé son retour à Mariupol. Pour la toute première fois depuis le début de la guerre, la légendaire brigade Azov est en train de filmer sa propre ville natale, tout en frappant avec précision des cibles ennemies. Voici les détails. Regardez. Azov revient à Mariupol, mais pour l'instant seulement via des drones de reconnaissance et d'attaque. Mais l'essentiel est ailleurs.
Les drones ukrainiens pénètrent déjà là où les occupants se croyaient autrefois en sécurité. Au-delà du militaire, c'est aussi une portée politique. Nous démontrons de manière tout à fait claire que Mariupol n'est plus un territoire faisant partie de la Fédération de Russie inscrit dans leur constitution, mais bel et bien une ville ukrainienne actuellement occupée. Par conséquent, l'Ukraine a la ferme intention de reconquérir prochainement l'ensemble de ces territoires occupés, en priorité par la voie militaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que la Russie ne peut plus assurer sa propre sécurité? Même loin derrière les lignes de front? Cette pénurie de systèmes de défense antiaérienne n'est pas qu'un simple défi de production industrielle, c'est surtout la véritable peur du dictateur russe, un levier stratégique que manipule habilement le renseignement ukrainien. Actuellement, presque tous les systèmes de défense viennent d'être redéployés à Moscou et dans toute sa région environnante. Et d'après ce que je comprends, il s'agit d'une mesure définitive, pas temporaire. Azov affirme que ses pilotes patrouillent sur une distance allant jusqu'à 160 km derrière la ligne de front. Ils surveillent Mariupol, Donetsk ainsi que l'ensemble de la logistique de l'armée russe. Cette situation paralyse considérablement la capacité de l'armée russe à redéployer ses réserves, pour entreprendre de toutes nouvelles phases d'offensive militaire contre les forces de défense ukrainiennes. Le contrôle de la logistique arrière réduit à néant de manière systématique les capacités opérationnelles des unités régulières russes. C'est essentiel pour la rotation des troupes, le ravitaillement constant en munitions, en carburant et, bien sûr, pour l'évacuation nécessaire des blessés. Pour la Russie, Mariupol n'est pas qu'une ville occupée, c'est un nœud stratégique. C'est pourquoi toute frappe ou contrôle ukrainien dans cette zone s'avère être particulièrement douloureux pour le pouvoir à Moscou. Toute la logistique des troupes d'occupation pour le transfert des réserves passe de manière stratégique par cette ville portuaire. Cette infrastructure cruciale permet ainsi aux forces russes de transférer rapidement véhicules blindés, troupes, carburant et munitions. Auparavant, des drones ukrainiens ont déjà par le passé frappé plusieurs sites énergétiques et militaires à Mariupol. Les frappes ont touché des sous-stations, des entrepôts et des points logistiques russes. On a la première. Et il ne s'agit plus seulement de cette ville occupée. Les Russes considéraient aussi Donetsk comme une zone arrière sûre. Filme, Dimon, vas-y Dimon. On continue de filmer. Azov a officiellement déclaré que les drones ukrainiens contrôlèrent de fait l'ensemble des routes logistiques russes autour de Donetsk occupées. Vol de démonstration de drones ukrainiens au-dessus du centre de Donetsk et frappe sur Mariupol hors de portée de la défense aérienne russe. Cela montre clairement que désormais la logistique des troupes d'occupation est sous contrôle de tir sur plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire. Mais la profondeur des frappes ne fera qu'augmenter. Et cela change déjà la logique même de la guerre. Alors qu'auparavant la Russie utilisait les villes occupées comme des centres militaires sécurisés, désormais tout convoi, dépôt ou équipement est susceptible d'être anéanti, même en plein mouvement. C'est la tactique du saut de crapaud, c'est-à-dire que c'est une préparation par étapes des opérations offensives. Tout d'abord, nous commençons par neutraliser les chaînes logistiques et les voies de ravitaillement de l'ennemi par le feu, puis nous procédons à des frappes sur les postes de commandement ainsi que sur les zones stratégiques de déploiement du personnel, et enfin nous lançons les contre-offensives nécessaires. Azov est déjà de retour à Mariupol, pour l'instant via les drones et les frappes logistiques. Mais pour le Kremlin, le problème est en réalité ailleurs. La ligne de front s'efface et les villes que Moscou croyait pourtant sûres deviennent des zones où la Russie ne se sent plus du tout en position de force. Et il y a autre chose. Poutine craint le Magyar ukrainien comme la peste. Et il y a de quoi. Sous le commandement de Robert Brovdi, les drones ukrainiens
terrorise chaque jour les régions les plus reculées de l'agresseur, qui ressentent enfin la réalité brutale de la guerre. Même la capitale, Moscou, a fini par accepter son nouveau statut de ville proche du front, et tout porte à croire que ce n'est que le début de cette escalade. Nous allons vous en dire plus. Les sanctions de Madiar sont bien plus efficaces que celles de l'Occident. Ces derniers mois en Russie, pas un jour sans de grands feux d'artifice. Les drones ukrainiens sont la hantise des occupants et Robert Madiar-Brovdi est l'ennemi personnel de Poutine. Le commandant des FSS est devenu la cible numéro 2 de la Russie juste après Zelensky. En toute honnêteté, c'est tout à fait mérité. C'est exactement le genre de coup porté à la Russie en 1917 alors qu'elle était en pleine Première Guerre mondiale. Mais on lui a volé sa victoire. La peur bleue des drones de Madiar au défilé était devenue si intense pour le dictateur russe qu'il a dû littéralement mendier une trêve et concentrer en urgence vers Moscou presque toute sa défense anti-aérienne. Poutine a concentré à Moscou tous les systèmes de défense antiaérienne possibles, les retirant ainsi d'autres sites pourtant cruciaux. Bref, ils ont choisi de protéger un seul cul botoxé au détriment de dizaines de raffineries et d'usines d'armement. Le résultat était prévisible et explosif. Tout ça, c'est de la fumée au cas où ce ne sont pas des nuages. Là-bas, ils ont dégommé un truc des ailes derrière la maison. Oh, il y en avait un autre. Pourtant, le Kremlin ne semble pas avoir l'intention de renvoyer la défense anti-aérienne dans les régions. On a appris récemment qu'il y avait plus de 100 systèmes de défense anti-aérienne autour de la capitale russe. Et leur nombre ne cessait de croître. Selon Radio Liberté, une nouvelle ceinture de défense anti-aérienne est progressivement mise en place autour de Moscou, principalement composée de systèmes de missiles Pantsir installés sur des tours. Mais bon, qui a dit que ça allait aider? C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Quant à la trêve que le dirigeant russe a sollicitée, cela ne représente en réalité qu'un simple répit passager pour la Russie. Et Madiar annonce déjà de nouvelles sanctions qui viendront frapper très loin derrière les lignes. L'oiseau ukrainien a fêté le défilé en avance. L'industrie militaire et l'énergie l'ont senti, avec un rythme, une géographie inédits. La Sibérie même n'est plus hors de portée. À suivre. 72 heures, ce n'est pas l'éternité. En plus des explosions annoncées, Madiar a généreusement prévenu les occupants « N'essayez pas d'aller à Kiev ». Une nouvelle tentative du Kremlin de prendre la capitale ukrainienne pourrait virer au plus grand bain de sang de l'histoire mondiale. La guerre éclair est désormais impossible. Même si la Russie avait 1 million de chars et tentait de reprendre Kiev, ce serait le plus grand massacre de l'histoire du monde. 2 millions de drones fonderaient sur ces chars et, sans aucune pitié, les brûleraient. Oui, et d'ailleurs, les fameux Kadyrovites se sont encore illustrés. Voici des images de Tchétchénie. Entre guillemets, le travail brillant de la défense anti-aérienne locale, pleine de trous lors de la dernière attaque ukrainienne sur Grozny. Non, enfin, il n'y a vraiment aucun équivalent ici. Oui, les TikTokers de Kadyrov dans toute leur splendeur. Et ce qui est révélateur ici. Le journal The Economist rapporte que pour la première fois en près de 3 ans, l'initiative de la guerre passe à l'Ukraine. L'Ukraine change progressivement le cours de cette guerre et inflige à la Russie des dommages de plus en plus tangibles. Vous voulez des détails? Les voici. L'offensive russe s'est enlisée. Le rythme de progression des occupants a chuté de nouveau ce printemps à son niveau le plus bas depuis 2023, selon les experts et analystes du New York Times. Il n'est plus possible d'attaquer aussi largement qu'avant, mais il faut des résultats réguliers.
Le résultat, ce sont ces actions imprudentes du commandement russe. Dans la localité de Rodninskoye, l'état-major russe a concentré une importante unité d'assaut censée produire ce fameux résultat. Mais le résultat a été montré par les forces ukrainiennes avec des bombes aériennes, rasant les bâtiments avec les soldats. Naturellement, il ne reste plus rien de l'ennemi. Toute l'unité, soit probablement plusieurs dizaines de personnes, a été ensevelie sous les décombres. Et cela a été fait précisément grâce à une puissance supplémentaire. Alors, de quel type de bombe s'agit-il? Certainement pas 125 comme je l'ai dit, mais peut-être au moins 250 kilos, voire plus. Peut-être même une demi-tonne. Sur l'un des axes principaux, celui de Sloviansk, les troupes de Poutine se sont aussi illustrées. Là-bas, pour l'assaut, ils sont partis à moto dans l'espoir de traverser la zone de tir. Après avoir formé une colonne de 16 motos, les troupes de Poutine ont avancé pour franchir rapidement la zone grise et mener l'assaut. Mais les drones de la 81e brigade aéromobile étaient prêts pour l'attaque. De plus, des unités voisines leur ont immédiatement prêté main forte. C'est l'avantage de la défense par drone. On peut soutenir de loin sans transporter d'infanterie ni dégarnir des positions sur le front. Au final, selon le rapport du commandant de brigade, toutes les motos ont été détruites et les soldats sont morts. Pourtant, une distance même de 150 km n'est plus pour les occupants une zone sûre. À l'arrière, comme l'expliquent les analystes, les forces ukrainiennes se concentrent désormais sur l'élimination des réserves et stocks russes jusqu'à 150 km de profondeur, ce qui réduit considérablement le potentiel des unités de première ligne. Toutes ces attaques logistiques ont saigné l'armée russe et continuent de détruire sa puissance directement à l'arrière. C'est l'une des raisons principales, sinon la plus importante, de l'échec de l'offensive des troupes de Poutine. En 2026, D'ailleurs, pour beaucoup, le défilé de Poutine du 9 mai a mis les points sur les i quand aucun équipement n'est apparu sur la place rouge. Et toutes les prouesses de l'industrie de défense russe n'ont été montrées qu'en vidéo. La question de la grandeur de la deuxième armée mondiale s'est réglée d'elle-même. Poutine a dit que le matériel est crucial au front en ce moment afin de terminer au plus vite ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que même un simple spectateur qui ne connaît pas forcément bien cet événement a l'impression qu'il y a une quantité de matériel extrêmement limitée et qu'il est absolument crucial pour le front, au point que même quelques dizaines d'unités, ou moins encore, ne peuvent tout simplement pas se permettre d'être envoyés sur la place rouge. Pourtant, un rôle clé dans l'arrêt quasi total de l'offensive russe a été joué par la nouvelle approche du commandement ukrainien. Le nouveau système de corps des forces ukrainiennes, proposé par le ministre Fedorov, ainsi que les frappes à longue portée du chef des systèmes de drones. Madiar ont montré un résultat phénoménal tant sur le champ de bataille que dans l'arrière-pays russe. les forces de drones poursuivent leur lutte fondamentale contre la défense aérienne russe. Pourquoi fondamentale ? Parce que l'élimination des systèmes anti-aériens près du front permet ensuite d'attaquer assez librement la logistique et divers sites clés, comme les dépôts, les quartiers généraux ou les bases. Il semble que le fait que la Fédération de Russie ralentisse à l'approche de la 5e année de guerre soit devenu clair même au Kremlin. À Moscou, on ne sait pas comment résoudre ce problème. Car même Poutine, en appelant respectueusement Zelensky monsieur, évoque déjà prudemment une trêve. Il est tout à fait envisageable et fort probable que ce déclin soit admis en Russie, car l'Institut pour l'étude de la guerre a déjà noté à plusieurs reprises que les unités russes, incapables de prendre un petit village ukrainien, on parle bien de simples villages, pas de grandes villes, mais de petits villages, ont effectivement commencé à diffuser et à publier des vidéos générées par intelligence artificielle montrant que, soi-disant de manière totalement fallacieuse, les soldats ukrainiens se rendent en masse et ils diffusent aussi des vidéos montrant le drapeau russe prétendument hissé. Ici ou là, alors qu'en réalité, il n'y est pas du tout. Pendant ce temps, publiquement, Moscou continue d'exiger le retrait des forces de défense du territoire du Donbass. D'ailleurs, selon les experts occidentaux, si la Russie continue d'avancer à ce rythme, il leur faudra 30 ans pour prendre toute la région de Donetsk. Et voici une autre mauvaise nouvelle pour Poutine personnellement et pour tout son entourage. L'Ukraine crée un système de défense anti-aérienne d'une efficacité sans précédent. Désormais, notre ciel est protégé par un véritable avion forteresse doté des toutes dernières technologies anti-drone.
Tous les détails dans notre prochain reportage. Vieille menace, mais nouvelle solution. L'Ukraine ne cesse de chercher des ressources supplémentaires pour détruire les Shaheds. Et il faut dire, non sans succès. Sur le côté du fuselage est installée cette mitrailleuse américaine. Elle peut tirer jusqu'à 3000 projectiles par minute et elle anéantit efficacement les drones les uns après les autres. Des journalistes occidentaux ont pu voir une équipe unique en son genre pour éliminer les drones ennemis. Un groupe de passionnés a entièrement rééquipé un An-28 soviétique qui servait autrefois au parachutisme avant la guerre, mais qui protège aujourd'hui le ciel ukrainien. Le directeur de l'école de parachutisme nous explique qu'il a perdu son fils dès les premiers jours de l'invasion, mais qu'il n'a pu s'engager à cause de son âge. Cet homme courageux a décidé de ne pas rester les bras croisés. Je suis allé au quartier général de l'armée de l'air. Ils m'ont dit « Mais tu es déjà vieux ?» Et je leur ai dit « Si vous ne me prenez pas dans l'armée, alors je créerai la mienne. » Désormais, l'équipage fait pratiquement partie intégrante de l'armée de l'air ukrainienne. C'est d'eux que les volontaires reçoivent les coordonnées et les missions de vol. Depuis la mi-année dernière, ils assurent des gardes 24 heures sur 24 près de leur avion. Et, comme en témoignent les marques sur le fuselage, ils ont déjà éliminé plus de 200 drones ennemis. Cependant, notre défense aérienne se renforce non seulement grâce aux volontaires, mais aussi par des solutions innovantes, comme par exemple les armes laser, qui ont déjà été livrées à certaines unités de défense anti-aérienne. Il ne s'agit pas d'armes fournies par des partenaires occidentaux, mais d'un développement local de l'industrie ukrainienne. Nommé Trizub, il surpasse d'ailleurs par ses paramètres les modèles britanniques et israéliens d'armement similaires. Ce système de laser de combat développé par l'Ukraine est capable d'abattre avec précision des cibles aérodynamiques, à une altitude de plus de 2 km. Il s'agit là de performances technico-tactiques impressionnantes et sérieuses. Le fait est que chez son homologue américain, pour ainsi dire, la portée opérationnelle réellement efficace est de l'ordre d'environ 1,6 km de distance. Ainsi, quand l'Ukraine annonce officiellement une portée de destruction de 2 km, on peut affirmer avec certitude que cela représente une percée technologique majeure pour l'ensemble de notre industrie de défense nationale. Dans le développement de moyens de destruction innovants, ainsi, le journal Militarny écrit que l'installation subit ses derniers tests avant sa présentation officielle. C'est précisément pour cela qu'elle est testée au combat et ce développement montre des résultats impressionnants. Le complexe neutralise facilement les appareils de reconnaissance à une distance d'environ 1,5 km. Pour les drones FPV très populaires sur le front, la zone de frappe efficace est d'environ 800 à 900 mètres. Les concepteurs affirment que ce n'est pas la limite. Comme l'expliquent les experts, le facteur clé de la portée et de la puissance d'une arme laser est sa source d'énergie. Le potentiel de modernisation est donc pratiquement illimité. Selon toute apparence, la puissance du laser dépasse les 50 kW. En effet, il est important de noter qu'avec une portée efficace annoncée pour le laser américain d'1,6 km de distance, sa puissance est d'environ 50 kW. De plus, il est également très intéressant de souligner le fait qu'un laser de combat tout à fait similaire a également été conçu et mis au point par les Britanniques. La portée opérationnelle du laser de combat britannique est assez similaire, allant jusqu'à 2 km, mais sa puissance de frappe maximale s'élève à environ 55 kW. Si les concepteurs ukrainiens parviennent à perfectionner le mécanisme, l'augmentation de la puissance du canon laser lui permettra d'abattre bien plus que de simples drones. Il est probable que dans un premier temps, ces moyens soient destinés à l'interception de ces mêmes drones. Plus tard, il sera possible d'envisager l'usage d'antimissiles ou une utilisation contre des vedettes. Mais cela prendra certainement du temps. Aujourd'hui, l'effort principal vise à rendre la version actuelle du Trizub aussi maniable que possible.
Cela permettra de le déployer rapidement sur des axes difficiles, une solution idéale pour couvrir les positions militaires. Et voilà que la Moldavie a définitivement rejoint le camp des ennemis de la Russie. D'abord, l'usage de la langue russe y a été restreint par la loi. Et la Transnistrie est en voie de libération face aux occupants du Kremlin. Dans un avenir proche, la Moldavie pourrait intégrer l'Union européenne. Nous allons vous montrer dès maintenant comment Poutine, ce piètre géostratège, s'est fait un nouvel ennemi. La Moldavie s'éloigne encore de la Russie, désormais aussi sur la question linguistique. Le Parlement a récemment limité l'usage du russe, provoquant une réaction immédiate des politiciens pro-russes. Monsieur Radumarian, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Radumarian, asseyez-vous, je vous prie. Du calme, s'il vous plaît. À vous la parole, Madame Macari. De nouvelles règles fixent désormais des limites de temps pour les discours et font du roumain la seule langue de travail au Parlement. Auparavant, le russe était classé comme langue de communication interethnique et les documents y étaient systématiquement traduits, ce qui servait souvent de prétexte à des spéculations et perturbait le travail des députés, comme lors de la dernière session. Il existe en effet actuellement plusieurs indicateurs concrets qui démontrent que la machine d'information russe semble se focaliser de plus en plus sur des sujets à caractère plus social et sociétal. Parallèlement, consciente de la pression colossale de la propagande russe, la Moldavie tente, tant bien que mal, de s'éloigner de la Fédération de Russie. D'ailleurs, l'annonce récente du retrait du pays de la CEI en est une preuve évidente. La communauté elle-même, créée comme une union d'égaux, est devenue dès le départ un regroupement de satellites de Moscou presque sans droit. Et il était impossible de tolérer cela indéfiniment. Pour la Russie, la CEI n'était rien d'autre qu'un outil pour maintenir les anciennes républiques soviétiques dans sa sphère d'influence. Les accords de la CEI, au même titre que le commerce avec la Russie, ou les accords migratoires, n'étaient qu'un instrument de pression utilisé par la Russie contre ses anciennes colonies rebelles. L'Union européenne apparaît aujourd'hui comme l'exact opposé. C'est vers elle que la Moldavie s'est tournée. Un choix validé par la majorité lors du référendum et par la réélection d'une présidente pro-européenne. Nous savons à quoi ressemble la désinformation. Nous savons à quoi ressemblent la désinformation, le sabotage énergétique, la pression économique et l'ingérence électorale. Nous partageons cette expérience avec d'autres pays confrontés à de telles tactiques. C'est pourquoi l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne sera un acte de cohérence stratégique pour toute l'Union. Car nous sommes une démocratie solide et stable à la frontière orientale, avec une expérience directe de la guerre hybride, menant de vraies réformes concrètes et ayant la pleine volonté politique d'être un partenaire fiable. L'un des derniers arguments des partisans de Moscou est l'accès à des ressources énergétiques bon marché pour les Alliés. On l'a entendu lors du retrait de la CEI et à chaque nouvelle décision anti-russe des autorités. Pourtant, hier comme aujourd'hui, cela reste de la simple propagande du Kremlin. L'argument énergétique est l'un des préférés des relais russes. Prétendre que l'adhésion à la CEI donne accès à l'énergie bon marché est en réalité un mensonge. Et cet argument s'effondre en 2 secondes, car la République de Moldavie, durant toute son adhésion à la CEI, n'a jamais eu accès aux ressources naturelles ou au gaz du Turkménistan, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, bien moins cher que le gaz russe. La question linguistique est sans doute le second thème favori du Kremlin. C'est précisément pour soi-disant protéger la population russophone qu'ils ont lancé la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, ces arguments résonnent aussi au Parlement moldave. Ainsi, un certain Alexandre Verchinin, du parti de droite Démocratie à la Maison, a affirmé que la démocratie décline à cause de ces restrictions. Cette désinformation systématique, ainsi que ces opérations menées contre la Moldavie, font partie d'un théâtre plus vaste, de nature hybride, et s'inscrivent dans la guerre globale que la Russie mène actuellement contre l'Ukraine. D'autres parlementaires appellent à la neutralité, en disant « Ne nous fâchons ni avec Moscou, ni avec Bruxelles ». Pourtant, là encore, l'expérience de l'Ukraine montre avec certitude que cette position est vouée à l'échec.
Ici, toutes les forces pro-russes en Moldavie nous répètent depuis des décennies. Pourquoi pas, soyons avec les deux, soyons un pont entre l'Est et l'Ouest, vivons sur ce pont, c'est si merveilleux. Et voilà que leur propre chef, le leader spirituel de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que non. Que cela est impossible, c'est soit l'un, soit l'autre. La Moldavie a choisi cette voie et a reçu un soutien incroyable de la part des Européens. Ainsi, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a proposé de doubler le financement de l'Union européenne pour la défense de la Moldavie et d'accélérer son adhésion à l'Union. Sa position est soutenue par presque tous les membres de l'Alliance. La Moldavie a fait cela pour s'aligner sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Ce qui est, sans aucun doute, une excellente étape et le bon choix du peuple moldave. Parce qu'on ne peut pas compter sur la Russie, c'est pourquoi nous continuerons à soutenir la Moldavie dans tous ses efforts sur la voie de l'Europe. L'un des aspects de ce chemin est la Transnistrie. Au niveau de l'État, la décision a déjà été prise de réintégrer la République au sein du pays. Comme solution temporaire, une gestion externe de la région par l'Union européenne est proposée. Et quand Tiraspol verra clairement la différence entre l'approche européenne et, comme aujourd'hui, l'approche russe, la question de savoir avec qui il vaut mieux vivre disparaîtra d'elle-même. C'est tout pour aujourd'hui, mais très bientôt dans l'émission Front News, de nouveaux reportages exclusifs de nos journalistes depuis les points les plus chauds de la guerre, réalisés pour que vous connaissiez la vérité. C'était Vladimir Timochenko avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches.